Bonsoir. Bon, donc effectivement, vous l'avez compris, conférence un petit peu au pied levé sur les problématiques de la pêche. C'est un sujet sensible hein, parce qu'il y a toute une profession à l'heure actuelle qui est vraiment attaquée. Hein. Il y a un certain nombre d'associations qui considèrent qu'il faudrait arrêter carrément la pêche, qui déséquilibre le milieu. Alors c'est vrai qu'il y a de la pêche abusive et puis il y a de la pêche raisonnable. Et c'est très difficile évidemment de faire le tri à ce niveau-là et le consommateur évidemment peut se dire si je consomme du poisson qui a été pêché dans des conditions raisonnables, mon impact sera négligeable sur le milieu. Par contre, si je consomme du poisson qui pose problème, je prends une responsabilité. Si le consommateur veut agir, il faut qu'il ait les informations lui permettant d'agir parce que acheter du poisson, on ne sait pas forcément d'où il vient, comment il a été pêché. Théoriquement, c'est étiqueté, mais bon, il faut encore savoir décrypter les informations quand elles sont présentes. Et il faut aider le consommateur, justement, pour, s'il le souhaite, faire des choix raisonnés et du coup orienter la pêche parce que, j'allais dire, si on va jusqu'au bout et qu'on boycotte un certain nombre de produits, les pêcheurs arrêteront de traquer ces produits puisqu'il n'y aura pas de débouchés. Donc ça pourrait régler le problème. Bon, c'est utopique hein, quand je dis ça, mais c'est quand même un peu l'idée. Et donc il y a beaucoup de consommateurs maintenant qui souhaitent avoir une démarche raisonnée, mais qui demandent à avoir de l'information, à avoir de l'aide pour justement faire des choix raisonnés. D'où la notion de label, et on verra que c'est pas si simple que ça malheureusement. Donc je ne vais pas vous donner des recettes infaillibles en vous disant voilà, ça serait bien si vous pouviez ne consommer que ce qui a ce type de label, ce qui serait la facilité, mais je ne m'engagerai pas du tout dans cette voie-là. Je vais vous donner des pistes, et puis si vous le souhaitez, à vous d'essayer d'approfondir par rapport à ces pistes, et de questionner les professionnels. Parce que finalement, si vous questionnez le poissonnier, quand il aura une question, il va être étonné. Quand il aura deux questions, il va dire qu'est-ce que c'est que ça. Quand il aura 20 questions, il va se dire il faut que je remonte le cran au-dessus pour savoir effectivement d'où vient le poisson pour pouvoir renseigner la clientèle et puis éventuellement lui-même faire des choix au niveau de son approvisionnement, d'essayer d'avoir du poisson raisonné, hein, c'est le terme que l'on emploie. Bon, donc je vais vous parler de la pêche qui souffre, hein, clairement, des stocks de poissons qui souffrent encore plus, et donc notamment les problèmes de surpêche que je vais évoquer, et puis je viendrai à cette notion de qu'est-ce que peut faire le consommateur et comment on peut tenter de l'aider. Bon, un petit clin d'œil, hein, évidemment se poser la question, est-ce que la pêche, c'est une activité qui peut être durable ? On est maintenant dans une société où on se pose la question hein, de la durabilité de nos actions. Eh bien, a priori, la réponse est oui, la pêche peut être durable. Hein. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'on ne pêche que ce qui est la production du stock de poissons et ne pas taper sur le stock lui-même. Hein. L'équivalent, si vous avez de l'argent à la banque, si vous consommez les intérêts sans toucher au capital, votre capital perdure, produira des intérêts, et si vous avez un capital suffisant et que les intérêts ne sont pas négligeables, ça vous permet comme ça de vivre de manière durable, je dirais. Bon, si par contre vous êtes obligé de taper sur le capital, votre capital diminue. Bon, pour les stocks de poissons, c'est tout à fait la même chose. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer, d'une part, de connaître. Alors là, il y a un besoin de connaissances scientifiques qui est évident. Il faut donc connaître les stocks, la manière dont ils se reproduisent, quelle est la production, et à ce moment-là, d'essayer d'être à peu près en prélèvement, en équivalence à ce qu'est la production. Ça serait l'idéal. Et alors là, j'ai employé le mot stock, et ça, je vais y revenir dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la mer dans son intégralité. Les poissons, c'est vraiment des pêcheries qui sont identifiées, c'est une mosaïque, et il y a sur la même espèce des endroits où on pourra pêcher sans aucun problème, et d'autres endroits où il faudrait s'abstenir de pêcher. Donc l'origine géographique des poissons que l'on va consommer, c'est quelque chose qui est important. Alors vous voyez déjà, l'espèce va être importante, mais ça, en tant que consommateur, en général, l'espèce, pour des raisons gustatives ou autres, on y fait attention, on choisit l'espèce. Mais l'origine géographique est importante parce que l'état des stocks n'est pas du tout le même à différents endroits de la planète. Et donc, je vous dis, il y a des endroits où on peut y aller et des endroits où il faudrait s'abstenir.
Bon, donc ce petit clin d'œil, effectivement, qui rappelle que bon, la surpêche, c'est vraiment quelque chose qui, à l'heure actuelle, est très important, et je vais essayer de vous le montrer avec l'aide de quelques diapos. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pêche durable? Bon, ben, j'en ai dit un mot, c'est effectivement se dire on ne va pas surexploiter les stocks de poissons, et à ce moment-là, ça permet donc au stock d'avoir la reproduction, la croissance, et donc d'avoir une production, et c'est cette production-là sur laquelle il faudrait qu'on fasse les prélèvements. Alors, deuxième point, avoir des modes de pêche raisonnés, hein, ça c'est les techniques de pêche, les périodes de pêche, la taille des animaux qu'on va pêcher, donc on revient aux techniques de pêche, si elles sont sélectives ou pas. Donc là, il va y avoir énormément de questions à se poser. Et puis, je l'évoquais un petit peu avant, ben, il faut avoir suffisamment de connaissances pour évaluer l'état des différents stocks et savoir ce qu'il est raisonnable de faire ou, au contraire, s'il est nécessaire de s'abstenir. Alors, est-ce que l'océan est une source inépuisable? Ben, historiquement, on l'a pensé, et quand on pêchait avec les techniques de pêche qu'on avait, j'allais dire, il y a 100 ans, effectivement, on pouvait considérer que c'était inépuisable, et historiquement, bon, il y a quelques clins d'œil. Vous voyez une mosaïque où vous voyez l'abondance d'animaux marins. Bon, quand vous voyez en plus les techniques de pêche utilisées, là vous vous dites il n'y a pas de problème, hein. L'homme n'est pas capable d'avoir un impact sur le milieu marin important, donc à cette époque on pouvait pêcher sans se poser de questions. Un certain nombre d'auteurs se sont engagés et on dit, alors je vous laisse, je ne vais pas redire, je vous laisse lire ces textes si vous le souhaitez, mais c'est tout à fait étonnant de voir comment des gens ont affirmé qu'il était impossible, quelle que soit la pêche que l'on pratiquait, de toucher au stock. En réalité, c'est ça qui est sous-jacent, hein. Et donc, effectivement, de se dire qu'on va pouvoir traverser à pied sec l'Atlantique en marchant sur le dos des cabillots, tellement il y en a, si on les laisse se reproduire sans faire de prélèvement, bon, je pense qu'Alexandre Dumas lui-même écrit ça avec un petit sourire, mais ça correspond quand même à ce que l'on pensait à l'époque, hein, c'est aucun problème, on peut y aller, on peut pêcher sans se poser de questions. Et c'est beaucoup plus récemment qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Et alors, comment est-ce qu'on a pu détecter ces problèmes? Bon, ben, il faut des indices, hein. Et donc, si la pêche est excessive, j'y reviens à certains endroits, sur certains stocks, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en rendre compte? Alors, d'une part, ben, quand on pêchait sans problème, et puis qu'avec les mêmes techniques, les mêmes temps de pêche, le même effort de pêche, on pêche moins, ben, on peut effectivement se poser des questions. Et là, je vais faire des allers-retours entre deux dias. Donc vous voyez ce qu'était l'abondance des poissons dans l'Atlantique Nord. Là, vous avez donc l'état de tous les poissons, hein, ce n'est pas un stock, c'est tous les poissons confondus. Donc vous voyez ici, hein, l'échelle de coloration, c'est des tonnes en kilomètres carrés. Donc on fait des carrés, hein, et on évalue ce qu'il y avait comme poisson. Donc vous voyez que tout le Canada, là, ici, vous êtes supérieur à 11 tonnes au kilomètre carré. Alors on va voir ce que ça donne en 2000. Oups, hein, je reviens à la dia précédente pour que vous revoyiez bien l'état. Alors vous pouvez regarder aussi ce qui se passe, hein, sur les côtes européennes. Donc vous voyez ici le golfe de Gascogne, hein, c'était vraiment très très pêchable. L'Espagne, bien sûr. Alors la Mauritanie, bien entendu, le Sénégal, hein, des zones extrêmement poissonneuses parce qu'il y a un upwelling, c'est-à-dire de l'eau profonde qui remonte, hein. Vous avez le vent qui souffle de terre et qui décape la surface de la mer en repoussant l'eau de surface vers l'ouest, et donc c'est de l'eau de profondeur qui monte pour remplacer cette eau qui est repoussée. Et cette eau de profondeur elle est plus fraîche, mais surtout elle est riche en minéraux. Et donc, comme il y a évidemment beaucoup de soleil, s'il y a des sels nutritifs donc en abondance, qu'il y a du soleil, le plancton végétal, le phytoplancton va se développer de manière extraordinaire, va être consommé par du zooplancton, donc du plancton animal, qui lui-même va être consommé par des poissons.
Et donc, les pêcheries dans les zones d'upwelling, l'anchois du Pérou, vous avez dû en entendre parler, ben, c'est la même chose, c'est exactement le même phénomène hein, que sur la côte ouest africaine. Bon, vous avez des productions extraordinaires. Donc là, vous voyez, on était supérieur à 11 tonnes au kilomètre carré. Et puis, bah, vous voyez malheureusement en 2000, vous pouvez chercher hein, ce qui se passe. Bah, vous avez toujours le Sénégal, la Mauritanie. Bon, quand j'évoque ça, Sénégal, le plat national, le tibouitienne, c'est du mérou avec du riz. Eh ben, c'est fini, hein. Mais on verra dans une dia ultérieure. Donc, il y a un changement de mode de vie et un changement de culture, hein, parce que pour les Sénégalais, c'était culturel. Hein. Et ben, il n'y a plus les mérous en question, donc il y a des changements. Et nous avons une large part de responsabilité. Hein. Ce n'est pas les Sénégalais qui ont tapé les stocks. Hein. Bon, alors, un deuxième indice, donc la diminution des captures. Alors là, on va voir sur des choses beaucoup plus récentes. Alors ça, c'est un graphe qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que si on prend jusque dans les années 50, bon, on avait une relative stabilité. Bon, les techniques de pêche faisaient que quand on augmentait l'effort de pêche, on augmentait les prises. Hein, il y avait une vraie corrélation qui marchait bien. Et puis on arrive dans les années 80, là on commence un peu à se poser des questions, mais enfin, bon, on augmente, on continue à augmenter les débarquements. Alors ça, ces graphes, bon, c'est la Food and Agriculture Organization, la FAO, qui dépend de l'ONU, qui compile toutes les données statistiques qui sont fournies par les pays. Alors, il faut que les pays déjà aient des bonnes statistiques, donc c'est renseigné évidemment par les pêcheurs, par les débarquements. Et puis ensuite, il faut que ce soit fourni à la FAO, et malheureusement, on s'est rendu compte que certains pays ne jouaient pas le jeu, d'où la notion de corrected, c'est-à-dire que si on enlève les chiffres de pays pour lesquels on a plus que des soupçons sur la validité de leur déclaration, eh bien on arrive à quelque chose que vous voyez ici. Alors, on voit que l'effort de pêche augmentant, hein, les techniques de pêche sont de plus en plus efficaces, l'effort de pêche augmentant, eh bien les prises augmentent. Jusqu'à un moment où il y a un point d'inflexion, autour des années 90, où on n'est même plus à la stabilité, ça y est, on descend. Alors, on augmente l'effort de pêche, et on capture moins. Alors ça, c'est vraiment une démonstration du fait qu'on tape sur le stock et non pas sur la production. Et donc là, cri d'alarme, hein, ça colle pas. Là, on est vraiment dans du pas durable et on va aller vers une décroissance. Or, c'est un besoin absolu pour un certain nombre de populations d'avoir accès donc à cette source de protéines, parce qu'il y a un certain nombre de pays où il n'y a quasiment que le poisson qui est source de protéines. Il y a des îles, des petites îles notamment, où il n'y a pas d'élevage. Hein. Éventuellement un tout petit peu de volaille, et c'est tout. Donc la protéine, c'est de la protéine d'origine marine exclusivement. Donc s'ils n'ont plus accès à cette ressource, pose quand même des sacrés problèmes. Donc je fais un clin d'œil par rapport aux expositions d'Armor Science. Hein. Vous avez bon, une petite exposition à côté, et puis surtout la santé dans l'assiette, hein, où effectivement sont indiqués très clairement quels sont les besoins en protéines, en glucides et en lipides. Et bon, ben, les protéines, c'est quand même une nécessité. Alors, pas forcément des protéines d'origine animale si on peut compenser avec des protéines végétales de substitution de qualité, mais enfin, il est évident qu'une grande part de la population mondiale est dépendante de protéines d'origine animale et éventuellement donc de poissons. Donc le fait qu'on soit actuellement en diminution de possibilités de fournir du poisson à la population mondiale qui elle-même augmente, hein, est un vrai problème. Alors vous voyez, El Niño Events. Alors, vous avez dû entendre parler de ces problématiques El Niño, parce que là, on vient d'en subir 2 années de suite consécutives qui ont eu un impact colossal sur les récifs coralliens, mais ça, c'était une conférence faite donc, en juillet dernier. Mais donc, ces problèmes El Niño, eh bien, c'est l'anchois du Pérou. Donc je vous disais tout à l'heure par rapport à l'Afrique, ben, vous avez le vent de terre qui repousse l'eau de mer superficielle, donc c'est de l'eau de profondeur qui monte avec les sels minéraux, donc il y a une production importante. Eh bien pour l'anchois du Pérou,
c'est une production de l'ordre de 10 millions de tonnes par an. Alors quand vous voyez que le total ici c'est 80 millions de tonnes, vous voyez que évidemment 10 millions de tonnes par rapport à 80 millions, ça a une importance considérable. Et de temps en temps, il y a ce phénomène El Niño qui fait qu'il n'y a plus ce vent de terre. Du coup, il n'y a plus montée d'eau profonde avec les sels nutritifs, et du coup, il n'y a plus la production d'anchois qu'on avait les autres années. Donc, un effondrement qui correspond à ces 10 millions de tonnes qui manquent à l'appel. Bon. Alors, ces 10 millions de tonnes, à l'heure actuelle, sont principalement utilisées dans ce que l'on appelle de la pêche minotière. Alors minotière, c'est les moulins, hein. Et donc c'est effectivement réduit en farine de poisson qui va être utilisée ensuite pour nourrir des poissons, hein, dans le cadre de l'aquaculture, mais également du bétail, hein, pour amener de la protéine, notamment, hein, on a vu au niveau des vaches, enfin on augmente, j'allais dire, la production du lait en fournissant de la farine de poisson. Est-ce raisonnable? Bon, c'est une autre question, mais cette pêche minotière, évidemment, ça correspond à du poisson qui n'est pas consommé directement par l'homme. Donc, il y a beaucoup de pertes, je dirais, en ligne. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, les techniques de pêche ont considérablement évolué. Hein. Voilà ce qui se passait, hein, les types de bateaux qu'on avait dans les années 50, ce qu'on a maintenant. Avec hélicoptères embarqués. Je ne vous parle pas des sondeurs, des sonars et de tout le matériel de détection qui est embarqué, à la limite à faire pâlir de jalousie certains bateaux militaires qui n'ont même pas des équipements aussi performants. Enfin, c'est très très étonnant. Donc ça laisse quand même peu de chance aux poissons d'échapper. Et du coup, on arrive à capturer la quasi-intégralité de certains petits stocks. Alors du coup, stock, il est rayé de la carte. Il n'y aura plus de production, bien entendu, hein, puisqu'il n'est plus là. Là, on n'est pas sur les intérêts, on est vraiment sur le capital, et même on bouffe l'intégralité du capital au bénéfice de quelques armateurs. Bon, c'est des vraies questions de société. Hein, donc je rappelle que les conférences Armand Sciences, Société et Sciences, c'est des vrais sujets de société, de savoir qu'est-ce qu'on veut et donc qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, un troisième indice, c'est carrément la disparition de certaines espèces. Je viens de l'évoquer, là, quand on pêche intégralement un stock. Bon, alors, j'aurais préféré parler, plutôt que d'espèces, parler de stock de poissons. Alors, il y a un scientifique, hein, Niels Zahn, qui a travaillé toute sa vie, 40 années de travail, sur la morue de mer du Nord. Et donc, vous avez les années où il a travaillé, et puis vous avez là les débarquements, hein, en milliers de tonnes pour donc l'ensemble de la mer du Nord. Et vous voyez comment, tout au cours de sa carrière, il a vu cette décroissance, hein, de ce qui était débarqué. Donc ça montre bien qu'il y a un problème, parce que dans le même temps, vous imaginez bien que les techniques de pêche se sont améliorées. Donc cette décroissance, elle est effarante. Bon, d'autre part, j'ai évoqué tout à l'heure le Sénégal. Vous voyez ce qui s'est passé au niveau des mérous, hein, au cours des années, c'est absolument dramatique. Alors, les Sénégalais, on pêchait notamment du mérou, puisque je vous dis c'était vraiment le plat national. Et puis quand il n'y a plus de mérou, ils ont pêché d'autres poissons, notamment la sardinelle, hein, donc petit poisson qui se nourrit directement de zooplancton, donc on descend dans la chaîne alimentaire. Ça c'est un terme dont je parlerai à plusieurs reprises, hein, de ce glissement dans la chaîne alimentaire. Avant on pêchait du super prédateur, et puis progressivement on arrive à pêcher ce qu'on trouve, et éventuellement du poisson qui se nourrit directement du zooplancton. Donc la sardinelle. Et puis on a une étape maintenant ultérieure, c'est-à-dire qu'un certain nombre de Sénégalais ne se nourrissent même plus de sardinelles, que vous voyez là, mais se nourrissent de farine de poisson. Et donc c'est riz et farine de poisson. Pour l'apport de protéines, c'est de la farine de poisson. Et certains de mes collègues m'ont dit, c'est même plus de la farine de poisson, parce que vu les conditions d'hygiène et autres, en réalité c'est de la farine d'asticot. Bon, peut-être que du point de vue protéines, c'est aussi bien, mais enfin, c'est pas ça qui était visé. Hein. Donc, on est vraiment dans des problèmes là graves, hein, parce que nous avons, en Europe,
et en France notamment, une part de responsabilité par rapport à ces effondrements de pêche, puisque les pêcheurs sénégalais majoritairement pêchent à l'aide de pirogues, hein, dont la capacité est quand même limitée, et puis il y a des accords de pêche hein, entre... alors, auparavant, c'était les pays individuellement, maintenant c'est des accords au niveau de l'Europe, hein, pour aller pêcher dans ces zones, et avec de la pêche industrielle, hein, ce qui fait qu'on ramasse évidemment beaucoup plus que ce que ne peuvent ramasser les pêcheurs sénégalais. On est en compétition directe, mais pas du tout avec les mêmes moyens. Donc là, c'est réellement, du point de vue sociétal, c'est très grave et on a une responsabilité. Alors, il y a des exemples hein, très précis. Je vous parlais du Mérou. Bon, ben, il y a une société d'hypermarché en France qui a trouvé intelligent de faire venir des petits mérous portions, hein, comme la truite portion. Vous imaginez bien que c'est des animaux qui ne s'étaient pas reproduits, hein, on reviendra à cette notion. Et en se disant, bah, les Sénégalais qui sont en France, bon, si on leur propose du tiof, hein, le nom du mérou, bah, ils vont être très demandeurs, à la limite quel que soit le prix, parce que ça leur rappelle le pays. Enfin, bon. Et donc, il y a eu de l'importation de mérou du Sénégal, mérou portion, ce qui est une aberration totale. Alors, il y a eu des campagnes d'opinion, et cette chaîne a arrêté l'importation. Ce qui montre que le citoyen peut avoir un impact. Et ça, j'aimerais bien que vous ressortiez de cette conférence en vous disant « je peux faire quelque chose avec mes petits moyens ». Bon, il ne faut pas rêver, mais j'allais dire que si tout le monde a une action en essayant d'avoir de la consommation responsable, on améliorera peut-être partiellement les choses. En tout cas, essayons de nous donner cet objectif. Bon, alors vous voyez ici, pour d'autres espèces de poissons, ce qui s'est passé. Hein, vous voyez ces décroissances. Bon, bah, voilà. Et alors, je vous dis, pour les Sénégalais, pour qui le poisson est une source de protéines indispensable, hein, bah, c'est un vrai problème. Alors là, un cas particulier, c'est le cas du requin. Alors, au niveau des pêcheries, on pêchait du requin par accident. Hein, c'était des prises qu'on appelle des prises accessoires, mais la valorisation de la chair de requin, c'est pas extraordinaire. Donc, stocker du requin dans les cales frigo, ça prend de la place, au détriment d'autres poissons éventuellement ayant une valeur au débarquement plus importante. Donc, en réalité, il n'y avait pas de pêche ciblée au niveau des requins. Sauf que, à force d'en pêcher comme ça, il y a des gens qui se sont dit, mais au fait, les requins, il y a l'aileron. Et l'aileron en Asie, alors là c'est purement culturel, hein, parce que du point de vue source de protéines, zéro. Hein, zéro, ça n'a aucun intérêt. Donc vous voyez, on coupe les ailerons de requin, on les fait sécher, et puis bon, bah, on met ça dans un bol de soupe. Alors, j'ai jamais goûté, mais il paraît que ça n'a le goût que de la sauce. Que ça... Bon, et en apport de protéines, nul, hein, puisqu'on a fait sécher là comme ça. Bon. Donc c'est purement culturel, c'est parce que c'était un mets de luxe qui était réservé aux empereurs. Puis ça s'est étendu à la noblesse. Puis alors maintenant que, notamment en Chine, on commence à avoir une classe moyenne qui a des aspirations à la consommation et les moyens, eh bien, dans les événements, il est de bon ton de servir de la soupe d'aileron de requin. Quand je dis les événements, bah, très généralement les mariages, mais aussi quand on conclut un contrat, bon, bah, c'est assez systématique. Et donc, on arrive effectivement au fait que les pêcheurs donc, coupent ces ailerons de requin et rejettent les requins à la flotte. Vous voyez, la perte de protéines. Bon, alors je ne vous dis pas pour l'animal ce que ça donne, hein, mais bon, voilà ce que vous pouvez trouver. Là c'était au Sénégal. Hein, bon, donc, la pêche au requin, effectivement, qui n'était que accessoire, est devenue une pêche ciblée pour les ailerons, uniquement pour les ailerons. Donc voilà un peu ce qui se passait au niveau des débarquements. Et puis vous voyez, là, il y a un point d'inflexion, ça y est. On a trop tapé sur les stocks de requins et donc ça diminue. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'en Chine maintenant, et ça c'est grâce aux réseaux sociaux, les jeunes commencent à s'émouvoir au niveau de ces problèmes. Et il y a un certain nombre de mariages où les mariés annoncent que, volontairement, et ça c'est une démarche volontaire, ils disent
On n'a pas voulu qu'il y ait d'ailerons de requin. Bon, alors économiquement, tant mieux pour eux. Bon, mais en plus, c'est une vraie démarche citoyenne et c'est en train de bouger. Et ça, effectivement, ce sont les réseaux sociaux qui ont permis, d'une part, la prise de conscience et la réaction. Bon. Donc on peut faire des choses. Hein. Bon, alors la conclusion de ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est que la pêche à l'heure actuelle, alors je parle de la pêche au niveau mondial, hein, je ne suis pas en train de dire un caseilleur à Perros-Guirec, hein, on est bien sur la pêche mondiale, avec des statistiques qui sont difficiles à décrypter parce qu'elles sont biaisées, puisque certains pays ne font pas des déclarations conformes à la réalité, enfin c'est très compliqué, mais enfin, globalement, on est obligé de se rendre compte que la pêche actuelle est excessive, et donc il va falloir réagir par rapport à ça. Alors voilà ce qui s'est passé au cours du temps. Vous voyez, dans les années 50, bon, les choses allaient bien. Si on prenait les pêches surexploitées, dans les années 50, il n'y en avait pas. Hein, on pouvait encore développer la pêche. Bon. Donc ce qu'on appelle la pêche sous-développée, c'est-à-dire que des pêches où effectivement on pouvait vraiment y aller. Hein, il y avait de la marge, hein, il y a 40% des stocks hein, sur lesquels on pouvait aller. Bon, des pêches qui étaient en cours de développement, bon, ça posait pas de problème. Là, on était au maximum, hein, mais le maximum raisonnable. Donc vous voyez que dans les années 50, tout allait bien. Puis voilà où on en est dans les années 2000. Les pêches sous-développées, il n'y en a plus. C'est-à-dire que maintenant, les pêcheurs étant confrontés à la raréfaction de la ressource à proximité, ben, ils vont plus loin, ils vont plus profond. Bon. Donc, il n'y a plus de stock maintenant qui soit sous-pêché. En développement, ben, il n'y en a quasiment plus non plus. Hein. Bon, pleinement exploité, d'accord. Surexploité, vous voyez, c'est quand même important. Puis alors effondré, ça veut dire que c'était des stocks qui existaient, qui n'existent plus. C'est fini. Ça c'est irréversible. Et vous voyez que là, on est quand même à plus de 20%. Bon. Et alors évidemment, si on fait une extrapolation de ces courbes, hein, et ça a été fait, alors ça entraîne une polémique absolument invraisemblable, mais il y a des chercheurs qui ont dit, ben voilà, si on continue, et ils ont pris un chiffre, ils ont mis 2048, ils auraient mis 2046 ou 2050, c'était pareil, on n'en sait rien, hein, c'est de l'approximation, si on se dit quand même, vu la tendance, ben, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Alors, la presse a titré « Il n'y aura plus de poissons dans les mers en 2048 ». Non, c'est pas ça. Il n'y aura plus de stock exploitable. C'est-à-dire que ça n'aura plus aucun intérêt de sortir en mer, puisque sortir en mer, ça a un coût. Hein, le coût du bateau, le coût du gasoil, le coût de l'équipage. Enfin bon, je veux dire, quand on fait une sortie en mer, ça a un coût. Donc, il faut que les captures équilibrent ce coût, ou alors on est dans un système subventionné. Et c'est le cas, et c'est une des choses qui déséquilibre évidemment les problématiques de la pêche à l'heure actuelle. Hein. Au niveau européen, la pêche est très largement subventionnée. Vous avez dû entendre parler de la détaxe gasoil. Eh ben, si on arrête la détaxe gasoil, les bateaux ils restent au port. Hein. Donc la pêche, elle est subventionnée, et largement subventionnée. Donc ça justifierait que les pêcheurs acceptent un certain nombre de contraintes quand même que parfois les autorités veulent imposer, et vous avez, quand on fait ce genre de proposition, immédiatement le blocage des ports. Et donc on retire la proposition. Bon. Mais je dis c'est quand même une sacrée responsabilité parce que la pêche, elle est sous perfusion, et donc ça serait légitime que ce soit un peu plus équilibré. Alors voilà hein, ce qu'on a eu dans la presse. Hein. On a eu tout et n'importe quoi, mais vous voyez, 2048, l'année du dernier poisson. Bon. Et dans des canards comme 20 minutes. Hein, enfin, bon. Donc ça a été quand même, au niveau de la population française, hein, on en a vraiment parlé, et au niveau mondial également. Bien, alors, les causes de cette surpêche, bah, évidemment, on l'a déjà un peu évoqué, hein, l'évolution de la flotte hein, et la course à la rentabilité. Quand vous voyez un chalut comme ça, vous êtes amené quand même à vous poser quelques questions. Hein. Peut-être tant mieux pour l'équipage qui a fait cette prise, s'ils sont à la part, mais bon. Alors, j'ai évoqué la problématique des techniques de pêche. Hein. Là, on vient de voir un cul de chalut. Bon, ben, le chalutage, c'est évident que c'est une technique qui pose problème. Hein. Moi, je suis convaincu que dans un certain nombre d'années, mais alors je ne sais pas dire combien d'années, on arrêtera le chalutage. Parce que les dégâts qui sont faits sur l'environnement par le chalutage n'ont aucun rapport avec l'intérêt de ce qui a été capturé.
hein. On fait des dégâts absolument considérables. D'autant plus si on chalute sans arrêt au même endroit. Alors le cas de la mer du Nord, il est quand même assez invraisemblable. Quand vous voyez le nombre de traits de chalut, enfin sur un endroit donné, le nombre de traits de chalut annuels. Bon, vous voyez qu'on peut dépasser 8 hein, à certains endroits, et vous voyez quand même 4. Là, chaque parcelle, chaque centimètre carré est chaluté de l'ordre de 4 fois dans l'année. Bon, et dans certains estuaires, ça peut monter à 141. Enfin, bon, alors, vous imaginez ce que ça peut donner sur l'environnement. Enfin, là, on est dans du totalement déraisonnable. Alors, comme effectivement les endroits habituels où on pêchait, on a trop pêché, et donc on va à d'autres endroits, et les techniques le permettent maintenant, hein, et donc on pêche plus loin et plus profond. Donc plus profond, c'est ça. Alors vous aviez une vie relativement importante avec ce qu'on appelle ces champs de coraux froids. Hein, ce n'est pas les coraux, les récifs coralliens des tropiques. Là, ce sont des coraux qui ont une vitesse de croissance qui est très 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 lente. Hein, mais ce sont des écosystèmes intéressants et qui évidemment sont totalement bouleversés par un coup de chalut là-dedans. Alors, il y a un certain nombre d'armements qui justement sont conscients hein, de ça et disent, nous, on fait attention, on ne va chaluter que sur des zones de vasières, de graviers, et on évite les zones où il y a effectivement ces habitats. Sauf que dans ces habitats, justement, il y a des poissons qui intéressent beaucoup les pêcheurs, et donc, pour des raisons économiques, il y a de la pêche qui est pratiquée dans ces environnements. Mais c'est du one-shot, hein. C'est-à-dire qu'on y pêche, on passe une fois, 2 fois, puis c'est terminé. Hein. On a éliminé ces écosystèmes qui étaient productifs, et là on a éliminé l'écosystème. On n'a pas éliminé que les poissons. Donc c'est toute la problématique du court terme et du long terme, hein, mais qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Bon, alors il y a un autre phénomène, évidemment, c'est que les techniques de pêche, en général, ne sont pas très discriminantes, et du coup, on cible certaines espèces et on en capture plein d'autres. Bon. Donc quand je vous disais que la pêche mondiale, ça représente de l'ordre de 80 millions de tonnes, quand vous voyez qu'entre 10 et 27 millions, c'est des choses qui ne sont pas ciblées, c'est colossal. Hein, vous remettez les 10 millions de tonnes dans le choix du Pérou, vous voyez que finalement, sur les 80 millions de tonnes, ce qui est vraiment valorisé pour la consommation humaine, est quand même assez limité finalement. Bon, alors, effectivement, le problème des crevettes, hein, là c'est du petit chalutage, c'est entre 5 et 10 kilos pour 1 kilo de crevettes. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Alors là, vous avez vu qu'au niveau européen est passée une réglementation récente en disant on n'a plus le droit de rejeter à la mer les captures accessoires, il faut les débarquer. Sauf qu'on n'est absolument pas prêt, à terre, à traiter ces apports. On ne sait pas quoi en faire. Parce qu'intellectuellement, on se dit, si vraiment on ne peut pas le valoriser, on va en faire de la farine de poisson. Oui, on n'a pas les installations qui permettent de valoriser en farine de poisson. Donc les pêcheurs demandent un moratoire et ce n'est pas déraisonnable de leur part, parce que sinon c'est de dire, nous, on ramène à terre et on fait quoi hein, les déchetteries sont déjà assez saturées. Bon, alors les conséquences sur les écosystèmes, c'est-à-dire que là on a parlé de la pêche, hein, mais maintenant il y a la problématique des écosystèmes. D'une part, il y a la diminution des tailles des poissons, c'est-à-dire qu'on avait, alors notamment là vous voyez c'était de la pêche dite sportive, des poissons comme ça, on n'en sort plus. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde, ça n'existe plus. Hein, il y a quelques spécimens dans des musées hein, qui sont naturalisés, où on voit qu'il y a des poissons qui atteignaient des grandes tailles. Il y a quelques photos d'archives comme ça, mais ça, sinon, c'est fini. Ça n'existe plus. Alors, le fait qu'il y ait une perte de mémoire, hein, c'est-à-dire que la ligne de base, elle bouge. C'est-à-dire que le grand-père, il se rappelle qu'il y a des poissons de cette taille-là, puis le père de cette taille-là, puis là maintenant on constate que c'est plus petit, mais on ne se représente pas ce que c'était.
Et donc, là, c'est des photos de concours de pêche hein, dans les Key West, hein, en Floride. Et quand vous voyez, donc, dans les années 80, par exemple, la taille moyenne des poissons qui étaient capturés, bon, pêche sportive, hein, et quand vous voyez ce qu'il y a maintenant, alors que les techniques de pêche ont évolué et devraient être plus efficaces, bah, ça veut bien dire que la ressource a changé. Et donc, des poissons qui atteignaient une certaine taille ne l'atteignent plus à l'heure actuelle. Alors, une conséquence, c'est effectivement par rapport aux prédateurs, parce que nous préférons, hein, et je dis nous, hein, je suis dedans, hein, on préfère manger du loup plutôt que de la sardine, enfin, je dis du loup, du bar, pardon, j'ai travaillé 10 ans à Monaco, mais on préfère consommer du bar plutôt que de la sardine, bon, gustativement, en général. Prédateur, hein, le bar. Et donc, c'est vrai que les pêcheurs ont ciblé plutôt les prédateurs parce que gustativement, la demande était là. Alors voilà, donc dans différentes régions du monde, hein, vous voyez l'océan Indien, bon, l'Atlantique tempéré, mais enfin, dans toutes les pêcheries, hein, vous voyez, vous avez, pour ces prédateurs, vous avez ces diminutions qui sont assez similaires, et on est à 80% hein, d'effondrement de ces stocks de poissons prédateurs. Donc là, évidemment, c'est quand même révélateur d'un vrai problème. Et alors, la disparition de ces prédateurs va avoir des conséquences. On parle d'effet cascade. Hein. Le fait qu'il n'y ait plus le prédateur, qu'est-ce que ça va impliquer sur les échelons trophiques en dessous? Ben voilà. Si vous avez une diminution des prédateurs, ben en réponse, les poissons qui étaient consommés par les prédateurs, eux, vont augmenter, et eux, c'est des consommateurs de plancton. Du coup, on a une diminution du zooplancton qui est consommé par ces poissons fourrages, et puis on a effectivement une augmentation du phytoplancton qui va entraîner, alors on pourrait se dire, bon, il y a une augmentation du phytoplancton, on augmente la biomasse, finalement, c'est pas inintéressant, mais le plancton, de jour, il a un intérêt considérable pour nous, parce que par la photosynthèse, il va produire de l'oxygène, et j'en profite pour dire que 50% de l'oxygène que nous respirons vient de l'océan. Hein, on nous parle toujours des poumons verts forestiers, moi je dis chapeau. Réellement, hein, je dis chapeau au lobby forestier, qui fait très très bien son boulot de communication. Par contre, au niveau océan, il n'y a pas de gens qui sont sur les océans, qui votent sur les océans, qui sont capables de défendre de la même manière. Donc aux océans, bon, on en parle moins. Eh bien, c'est 50% de la production d'oxygène mondiale, ça vient de l'océan par le phytoplancton. Bon, ça c'est de jour. De nuit, le phytoplancton respire. Donc s'il est trop abondant, on va avoir des phénomènes de surconsommation d'oxygène et avec des zones mortes. Ça va jusque-là. Hein. Les zones de sous-oxygénation au niveau mondial à l'heure actuelle sont en train de s'étendre de manière catastrophique et avec vraiment des endroits où les animaux qui peuvent fuir, bon, les poissons qui se baladent, disparaissent de ces zones parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, et puis les animaux qui ne peuvent pas bouger, ils meurent. Donc on a maintenant des zones mortes par sous-oxygénation de manière importante, et donc là c'est le mot hein, que vous connaissez, c'est le mot eutrophisation. On a surabondance de phytoplancton, bon, qui a une durée de vie courte, hein, donc quand il meurt, ça fait de la matière organique qui va consommer de l'oxygène, hein, et puis d'autre part, je vous dis, la nuit, le phytoplancton consomme de l'oxygène, et donc on arrive à des problèmes environnementaux absolument catastrophiques. Donc vous voyez, c'est un effet cascade, hein, c'est-à-dire que vraiment, ce sont les prédateurs qui finalement régulent. Alors, je vous ai parlé des requins tout à l'heure. On a un autre exemple intéressant. Il y a eu un travail qui a été fait à Hawaï, où les scientifiques ont fait en sorte de faire ce qu'on appelle les exclos, c'est-à-dire des endroits où des animaux ne peuvent pas venir, notamment les requins. Donc, absence de requins, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les requins ne consomment plus les mérous, qui sont leurs proies favorites. Les mérous se développent, consomment des poissons herbivores. Il n'y a plus suffisamment de poissons herbivores. Or, en système corallien, on a une compétition constante entre les algues qui ont une croissance rapide et les coraux une croissance lente. Donc, s'il n'y a pas des animaux brouteurs,
alors notamment les oursins, mais un certain nombre de poissons herbivores, s'il n'y a pas les poissons brouteurs, les algues se développent et étouffent les récifs coralliens. Si vous enlevez les requins, vous détruisez les récifs coralliens. Voilà, hein, par l'effet cascade, le requin, il n'y a plus de requins ou plus assez de requins, donc les prédateurs du cran en dessous, donc les mérous, se développent, consomment trop les herbivores, il n'y a plus d'herbivores, les algues se développent et étouffent les coraux. Donc, et voilà, hein, donc la pêche ciblée sur les requins pour les ailerons a cette conséquence hein, de foutre en l'air, carrément, des écosystèmes coralliens qui sont quand même essentiels. Hein. Bon, je l'ai un petit peu évoqué en juillet dernier, mais il y a quand même 500 millions d'habitants qui dépendent directement des récifs coralliens pour leur vie. C'est quand même colossal. Quand on raisonne société et sciences, là, il y a vraiment des questions à se poser. Hein. Il y a vraiment des équilibres à laisser en place. Et donc, l'élimination des prédateurs de haut niveau peut avoir des conséquences auxquelles, évidemment, on ne pense pas. Si on prend l'exemple de la mer Noire, hein, mer Noire ici, hein, bon, on parle beaucoup de la Méditerranée, bon, ici les détroits, et puis la mer Noire. Ben, la mer Noire, maintenant, ça y est, c'est fait, c'est fini, c'est une mer morte. Ah, c'est quand même, vous voyez quand même la superficie de la mer Noire, hein, c'est pas anodin. Regardez ici le bassin à peu près analogue entre les Baléares, la Sardaigne, la Corse. Donc c'est quand même colossal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a une diminution des prédateurs. Donc les poissons qui mangent le plancton se sont développés jusqu'à un certain moment, parce que vous voyez que ça s'arrête. Mais donc il y a eu ce développement par absence de prédateurs. Du coup, le zooplancton s'est effondré, puisque les mangeurs de plancton étaient plus abondants. Du coup, le phytoplancton a monté, jusqu'à l'effondrement lié au problème d'eutrophisation que j'évoquais. Alors, il y a quelque chose quand même dans le plancton qui résiste, ce sont les méduses. Et là, on parle maintenant de la gélification des océans, c'est-à-dire qu'effectivement, les animaux qui prennent la place hein, à l'heure actuelle, eh bien, ce sont les méduses. Et les méduses consomment évidemment du plancton, notamment les alevins de poissons. Donc on n'est pas prêt d'inverser le système quand les méduses sont vraiment là. Bon, les conséquences sur les modifications d'écosystèmes, ben, c'est qu'effectivement, je vous parlais hein, de chaîne trophique, c'est-à-dire que le haut de la chaîne trophique, ce sont ces super prédateurs. Hein. Et donc, on pêchait sélectivement ces prédateurs, les thons, hein, bien entendu. Bon, j'ai pris l'exemple du bar, hein, mais les thons sont un bon exemple également. Et puis, bah, quand on n'a plus la possibilité de pêcher ces espèces dites nobles, eh bien, on s'adapte et on pêche plus bas dans la chaîne alimentaire. Hein. Et progressivement, on descend, et voilà ce que ça donnait. Donc, quand les systèmes n'étaient pas exploités, vous voyez des gros prédateurs là en quantité. Avec les écosystèmes actuels, il y a peu de gros prédateurs, puis c'est des poissons intermédiaires. Et puis dans le futur, si ça continue, hein, on va enlever et voilà ce que ça donne. Hein. Donc c'est le glissement, hein, le shifting baseline dont on parle. Et donc là, vous voyez le futur enviable que des tout petits poissons et des méduses. Bon, là, on est là actuellement. Hein. On a encore quelques prédateurs sympathiques qu'on aime bien mettre dans l'assiette, mais beaucoup moins qu'il y a quelques temps et de taille beaucoup plus modeste. Hein. On est dans ce système de glissement et donc, effectivement, il peut y avoir inquiétude. Alors, j'évoquais le fait que ces protéines de poissons sont essentielles pour un certain nombre de populations. Il n'y a pas de remplacement. Donc, comment nourrir les hommes, et en plus la population mondiale est en augmentation, donc comment nourrir sans toucher au stock, c'est-à-dire comment faire pour ne pêcher que la production et non pas le stock. Bon, une des réponses, c'est l'aquaculture. Alors l'aquaculture, j'allais dire raisonnable, parce que là encore, si on s'adresse qu'à du poisson de haut de chaîne alimentaire, eh bien, pour les nourrir, il va falloir pêcher du poisson qui va... Bon. Le problème étant que dans la chaîne alimentaire, quand on passe d'un échelon à l'échelon supérieur, il n'y a que 10% qui est valorisé. Il y a 90% de pertes. Bon.
Donc, il va falloir beaucoup de sardines pour faire un petit peu de saumon. Donc, le saumon d'élevage, ce n'est pas la solution. Bon, il y a eu plein de problèmes qui ont été évoqués autour de ça, mais simplement, intellectuellement, quand on se dit quelle est la quantité de poisson qu'il faut pour faire 1 kg de saumon, c'est pas raisonnable. Alors, les techniques ont évolué, heureusement. Il y a quelques années, il fallait 5 kg de poisson pour faire 1 kg de saumon. On arrive maintenant, on est aux alentours de 1,8 kg, 2 kg, et on est en train encore de faire des progrès, donc ça devient moins déraisonnable. Mais ce n'est pas vers ces espèces qu'il faut se tourner. Bon, gustativement, oui, hein, mais si on veut essayer de contribuer à résoudre les problèmes de la surpêche, c'est en descendant dans la chaîne alimentaire. Et alors notamment, qu'est-ce qui à l'heure actuelle fournit vraiment de la protéine du poisson? Eh ben, c'est la pisciculture en eau douce. Il ne faut pas se faire d'illusions à l'heure actuelle. L'aquaculture en eau de mer, c'est marginal, c'est du haut de gamme, c'est sympathique, il faut le faire bien sûr, mais la réalité, elle est là. Et alors quand vous voyez la densité de ces poissons, bon, vous avez le panga, hein, c'est un pangasius, donc les filets de panga, voilà l'élevage de panga. C'est pas toujours très raisonnable. Hein. Là, c'est dans le delta du Mékong, et il y a quand même des zones du delta du Mékong qui sont quand même maintenant, qui ne sont plus productives compte tenu de ce qu'on a fait comme erreur là en intensification. Mais enfin, c'est quand même là que la ressource en protéines de poisson peut amener quelque chose au niveau consommation humaine. Bon, il y a eu des essais, et c'est là qu'on voit essais-erreurs. Donc vous voyez le lac Victoria ici en Afrique. Alors le lac Victoria, quand même, pour replacer au niveau des échelles, c'est la surface de l'Irlande. Hein, pour le lac Victoria, c'est pas un petit lac. Bon. Et il y avait un certain nombre de poissons, dont des très très jolis poissons. Hein. Donc moi j'ai passé une grande partie de ma carrière à travailler dans des aquariums pour la présentation de poissons au public. Alors notamment, je présentais ce très joli poisson. Bon, donc ces cyclidés vivaient dans le lac Victoria. Et puis, il y a eu l'introduction de la perche du Nil dans le lac Victoria où il n'était pas présent. Alors, il y a plusieurs histoires, j'allais dire, autour de cette introduction. Il y a des gens qui disent que ça a été introduit volontairement, notamment par la FAO, pour amener de la protéine, parce que ces poissons n'étaient pas très consommés par les populations locales. Hein. Se dire, on va mettre un prédateur, et du coup, les gens vont consommer ce poisson. Et puis il y a une autre version qui est moins noble, c'est de dire que les colons anglais qui étaient sur les rives, et notamment au côté Kenya, pour avoir des poissons intéressants en pêche sportive, on considérait que la perche de Nil était un poisson qu'il fallait introduire. Donc il y a ces deux hypothèses d'introduction dans les années 50. Bon, toujours est-il que ça a très 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 bien marché, avec la pêche du Nil, c'est vraiment bien développé. Sauf que les populations locales n'ont pas consommé la perche du Nil. Donc, il y a eu de la pêche qui a été organisée et des usines de filetage qui ont été installées, ce qui fait que vous avez sans doute mangé du filet de perche, c'était souvent de la perche du Nil venant du lac Victoria, et ça a entraîné un certain nombre d'articles, de presse, de films. Hein, je ne sais pas si ça vous dit Le cauchemar de Darwin, si ça vous dit quelque chose. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce film, hein, mais qui a quand même tiré la sonnette d'alarme, et je pense que ça c'était intéressant, en disant, oui, finalement, il y avait quand même une certaine ressource de protéines qui était peu valorisée, mais un certain nombre de populations locales faisaient un équivalent de Nuocmam avec ces petits poissons. Donc ils avaient quand même un protéolysat qui pouvait servir de sauce et amener de la protéine donc, au niveau nutrition. Et par contre, tout est parti des pays occidentaux. Bon, c'est des questions qu'il faut se poser. Parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Alors, bien, solution éventuelle.
Ben, c'est ces métaphores donc, du slow fish. Vous savez, on a le slow food. Bon, ben là, on va parler de slow fish par adaptation. Donc, c'est aller lentement, c'est-à-dire c'est les technologies. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, on s'est doté de techniques extrêmement efficaces, beaucoup trop efficaces, faut le dire, pour la pêche. Donc, faut être raisonnable, revenir à des techniques de pêche qui n'impactent pas trop le milieu naturel et, si possible, qui ne tapent que sur la production et pas sur le stock. Hein. Ça, c'est vraiment le maître mot que j'aimerais que vous ayez en tête. Hein. C'est se dire vraiment, il ne faut pas consommer le stock. Hein. Il faut taper uniquement sur la production. Bon, restez petit. Donc là, effectivement, c'est de dire la pêche industrielle, au moins telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle, c'est pas raisonnable. Ça, c'est clair. Bon, par contre, la pêche artisanale, c'est fournisseur d'emplois, ça peut être tout à fait non impactant. C'est une pêche, justement, qui peut taper sur la production uniquement et pas sur le stock. Donc, je veux dire, l'homme a besoin de ces débarquements. Donc, pêche artisanale à essayer de valoriser. Et quand elle est en compétition avec la pêche industrielle, eh ben de lever le pied sur la pêche industrielle. J'ai pris l'exemple du Sénégal tout à l'heure, ben on peut multiplier. Et puis, le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, d'une part, manger moins, et puis manger mieux. Bon, alors manger moins. À l'heure actuelle, en France, on considère qu'on consomme un peu plus de 34 kilos de produits aquatiques. C'est-à-dire, ce n'est pas que les poissons, il y a les crustacés, il y a tout à fait à la marge pour l'instant les algues, mais pourquoi pas, hein. Tout ça s'est mis dans le même sac, et les poissons d'eau douce. Hein. Donc, tout confondu, on serait aux alentours d'une consommation à 34, un peu supérieure à 34 kg par personne et par an. Si on fait les évaluations de ce qui serait raisonnable, hein, c'est qu'on parle de notre empreinte écologique. Bon, ben, par analogie, de se dire, si on répartit au niveau mondial, hein, si tout le monde a droit à la même chose, qu'est-ce que la production peut supporter? Ben, ça serait de l'ordre de 8 kg par personne et par an. Donc vous voyez, si on est à 34, il y a quand même un gap. Ça veut dire que nous, pays occidentaux, on est en train de piquer de la protéine d'origine aquatique à des gens qui en ont un besoin absolu dans des pays en voie de développement. C'est quand même avoir ça en tête. Donc si on peut diminuer notre consommation de produits aquatiques, ça serait une bonne chose. Ces chiffres que je viens de vous citer le démontrent bien. Et puis mieux, ça serait effectivement d'essayer de descendre dans la chaîne alimentaire, de ne pas trop taper sur les prédateurs, mais plutôt sur des poissons. Il y a des poissons qui sont très bons et qui ne sont pas tellement consommés. Bon, plutôt que du lieu jaune, ça serait mieux de consommer du lieu noir. Alors vous allez me dire, mais dans l'assiette, c'est pas pareil. Je suis d'accord avec vous, mais ça serait plus raisonnable. Du taco, vous pouvez y aller. Consommez du taco. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème sur le taco. Bon, donc, consommez du taco. Donc, vous pouvez quand même, en vous regardant dans la glace, sans avoir honte, consommer du poisson. Il n'y a pas de problème. Mais essayez de consommer justement des espèces qui ne sont pas du haut de gamme. En France, qu'est-ce qu'on consomme en réalité? C'est du saumon, du cabillaud, puis j'oublie le troisième, pardon. Bon, voilà. Donc, et du thon. Bon, donc essayons de descendre, et je vous dis, le taco c'est bon, et c'est bon gustativement, et ça pose pas de problèmes environnementaux. Il y en a là juste à côté, allez, suce au taco. Bon. Alors, j'évoquais la problématique de la labellisation, parce que là je viens de vous dire, elle est sur le taco, mais qui savait qu'il n'y a pas de problème sur le taco et qu'il faut plutôt privilégier? Bon. Ah, alors, bon, vous anticipez, je vous remercie. Donc, on va passer aux séances de questions-réponses d'ici peu. Et voilà, déjà une affirmation, c'est même pas une question, qui est de dire, le taco, bah oui, ça dépend comment il a été pêché. Bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les techniques de pêche, évidemment, sont des choses extrêmement importantes. Le bar de ligne, si vraiment vous voulez consommer du bar, le bar de ligne ne pose pas de problème environnemental. Les scientifiques ont une lourde responsabilité. Dans leurs recherches, les scientifiques ont identifié les sites de reproduction du bar. Bah, quand ça a été publié, qu'est-ce qu'ont fait les pêcheurs?
Ils savaient qu'il y avait des rassemblements de bars, qu'en plus, du coup, on pouvait taper dessus au chalut avec du chalut semi-pélagique, tiré par 2 bateaux, les chaluts bœufs. Allez, hop, on y va. Et on ramasse, on fait un coup de chalut, 10 tonnes de bar. Ah ben oui, quand vous voyez le prix du kilo de bar, vous dites quand même, là, le pêcheur, il a gagné sa journée. Bon, sauf que c'est pas le même bar, parce que dans le chalut, il a été tassé, compressé, enfin, bon, c'est quand même pas la même chose. Et puis surtout, c'était des poissons qui étaient en train de se reproduire. Alors là, pour taper sur le stock et ne pas sur la production, c'est le meilleur exemple. Et c'est quand même malheureux de se dire que les scientifiques ont fait leur boulot d'essayer de savoir un peu ce qui se passe, et que finalement, leurs travaux ont été, je vais dire, détournés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me rappelle un exemple quand je travaillais justement à l'Aquarium de Monaco, donc il y a pas mal d'années, enfin une quarantaine d'années, pour ne rien cacher, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de mammifères marins que ce qu'on imaginait. Et la question au niveau scientifique, on dit, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on ne publie pas? On s'est dit, mais si on publie, les pêcheurs japonais, ils vont venir. Donc on ne publie pas, on fait un moratoire sur l'information. Bon, mais ça tient un certain temps. À partir du moment où l'info, elle existe, un jour ou l'autre, elle filtre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, je regrette effectivement que des recherches soient détournées de leur vocation et permettent... enfin, je crois que l'exemple justement du bar de chalut, au moment de la reproduction, est le meilleur contre-exemple de... c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Et je dis, les scientifiques ont une part de responsabilité, puisque c'est eux qui ont identifié par leurs travaux comment ça se passait, à quel moment, où... les pêcheurs, évidemment, s'en sont emparés. Bon, donc, ce que je disais, c'est qu'il faut que le consommateur essaye d'aller vers du poisson raisonnable, on va dire. Et donc, pour que le consommateur puisse avoir accès à l'information, il y a un certain nombre de gens qui font du travail en amont pour labelliser et donner des relatives garanties. Alors, là, vous avez le label du MSC, Marine Stewardship Council. C'est vraiment, à l'heure actuelle, l'organisme de labellisation au niveau mondial qui est le plus important. On le trouve un peu dans tous les pays, et ça représente, paraît-il, de l'ordre de 10% des poissons qui sont pêchés à l'heure actuelle qui sont labellisés MSC. Et vous avez un certain nombre de sociétés commerciales, notamment dans le domaine du congelé, qui ont décidé, moi je ne mets plus que du MSC. Donc c'est une forme qui n'est pas de garantie absolue, parce que vous avez un certain nombre d'associations qui montent au créneau en disant MSC qui est parti avec de bonnes intentions au départ, dérive, il labellise des pêcheries qui ne devraient pas être labellisées. Alors en plus, j'ai employé le mot pêcherie, c'est-à-dire que le MSC labellise des pêcheries. C'est-à-dire que j'ai évoqué le cabillaud, on a parlé à plusieurs reprises. Effectivement, il y a des stocks de cabillaud qui sont labellisés MSC. Alors que vous dites quand même, le cabillaud, il faut arrêter, quoi, a priori. Bon. Mais il y a des raisons valables pour ça. Mais vous avez une association en France qui s'appelle Bloom, si vous voulez aller sur les sites internet, vous trouverez ça, qui justement met vraiment en cause le MSC. Alors je crois qu'il faut être raisonnable, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et effectivement, MSC est un système de certification, mais qui a un coût, bien entendu, parce que le système est fait en sorte que les pêcheurs correspondant à une pêcherie veulent être labellisés, donc demandent au MSC d'être labellisés. Donc il y a un cahier des charges, donc les pêcheurs en question disent « nous respectons le cahier des charges », et derrière, évidemment, il faut vérifier si c'est vrai ou pas, et puis si ça perdure dans le temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un système d'inspection qui a un coût. Donc le MSC, pour faire face au coût, fait reporter le coût sur les gens qui demandent à être labellisés. Donc vous avez des pêcheries qui pourraient parfaitement être labellisées, de par leur qualité, qui économiquement ne vont pas demander à être labellisés parce que ça a un coût. Donc vous voyez, ça introduit un biais. Et puis, il n'est pas impossible que certaines pêcheries qui ont des moyens financiers importants arrivent à être labellisées, alors que peut-être
Bon, ça serait préférable qu'il ne le soit pas. Donc, je vous renvoie, par exemple, à Bloom, hein, qui a vraiment fait une analyse là-dessus, en disant, en France, maintenant, on a une vingtaine de labels. Alors, on a des auto-labels, hein, des gens qui s'auto-certifient. Bon, bah oui, mais quand on voit ça à l'étal, on voit une étiquette qui dit pêche durable. On va dire, bah, pêche durable, on y va, mais ça veut dire quoi, pêche durable? Bon, si c'est le groupement de pêcheurs qui dit pêche durable, s'il n'y a pas un cahier des charges et si ce n'est pas contrôlé, ça n'a pas de valeur. Et donc, il y a malheureusement un certain nombre de labels qui n'ont aucune valeur. Donc, c'est vrai que c'est pour se retrouver dans le maquis, c'est pas simple. Bon, donc je vous dis MSC, moi je dis à 90%, hein, il y a peut-être un petit peu de problème, mais à 90%, c'est bon. Donc, voilà, je veux dire, moi, en tant que citoyen, j'essaye de consommer du MSC quand je n'ai pas d'autres informations. Voilà. J'en suis pas fier pour autant, parce que, bon, c'est pas à 100%, mais c'est déjà quand même une bonne orientation. Alors, vous avez le programme Mr. Goodfish. Alors moi, Mr. Goodfish, j'aime énormément ce programme, j'y ai participé. Hein. Simplement, c'est vrai que si vous me demandez, mais oui, où est-ce qu'on voit le logo Mr. Goodfish? Bon, dire, à peu d'endroits. Dans la région de Boulogne, hein, oui, là vraiment, il y a eu un gros effort qui a été fait. En Bretagne, il n'y a pas. Alors pourquoi? Parce que la problématique Mr. Goodfish, moi je la trouve intéressante, c'est que tous les trimestres, il y a une réunion des différents acteurs, y compris les pêcheurs, bien entendu, et de manière régionale, pour dire quels sont les poissons que l'on peut essayer de promouvoir. C'est-à-dire que Mr. Goodfish, c'est de dire on fait de la promotion de certains poissons, et si les gens achètent ces poissons, ils achèteront moins des autres. Donc, c'est pas du rouge, c'est du vert. Hein, c'est de dire allez-y, allez sur ces espèces-là. Donc la profession, effectivement, joue le jeu, hein, puisqu'on met en valeur certaines espèces, et on tient compte de la saisonnalité et de la régionalisation. Alors c'est intéressant. Sauf que le comité régional des pêches de Bretagne, pour l'instant, n'accepte pas cette démarche. Donc ici, vous ne trouverez pas du Mr. Goodfish. C'est dommage, mais parce que sinon, je trouvais que c'était intéressant, effectivement, comme démarche intellectuellement, de faire de la promotion de poissons. C'est quand même mieux que de dire ne mangez pas, de dire mangez plutôt celui-là. Intellectuellement, je trouve ça plus satisfaisant. Et puis d'autre part, de tenir compte de la régionalisation et de la saisonnalité, ça me semble vraiment important. Puis en plus d'avoir tous les acteurs qui se mettent d'accord pour justement faire la promotion de certaines espèces à certaines périodes. Bon, puis vous avez Greenpeace, hein, et puis d'autres, hein, qui eux vont être soit avec des listes positives, soit avec des listes négatives. Hein. Et donc je vous dis, il y a une vingtaine de labels, bon là on a mis que 3, juste pour rappeler la notion de labellisation, avec à mon avis les deux qui vous concernent le plus. Hein. MSC réellement, je crois que c'est celui que vous verrez assez fréquemment, et qui vous donne quand même une bonne orientation. Et puis, malheureusement pas en Bretagne, mais dans d'autres régions de France, notamment dans le Nord, Mr. Goodfish qui est peut-être plus pointu. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Hein. Bon, alors vous avez l'esprit effectivement de la campagne de Mr. Goodfish, c'est de dire, nous, citoyens, notre poids, il n'est pas négligeable. Hein. On vous dit, si une seule fois dans l'année, vous jouez le jeu, on met 60 millions de consommateurs en France, oui, je ne sais pas s'il faut multiplier par 60 millions, quand même des enfants en bas âge, mais enfin bon. Et effectivement, quand on consomme du poisson, vu les déchets, j'allais dire, on prend 300 grammes, bon, même si on ne consomme pas 300 grammes. Alors si vous faites la multiplication, effectivement, vous voyez, si chacun d'entre nous joue une seule fois dans l'année en prenant du Mr. Goodfish, ça a quand même un impact. Ceci pour dire que le citoyen, en tant que consommateur, peut peser. Donc, je ne vais pas vous demander d'arrêter de consommer de la soupe d'aileron de requin, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de consommateurs parmi vous, mais c'est ça l'idée. C'est de se dire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut arrêter. Alors, la problématique du thon rouge, qui a fait couler énormément d'encre. Bon, oui, le thon rouge, notamment, c'est le même stock qui est en Méditerranée et en Atlantique. On a essayé de les séparer en disant oui, en Méditerranée ça va pas, mais comme en Atlantique ça va, on peut quand même pêcher. Bon, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Il y a eu vraiment une diminution de la pêche. Il y a eu de la réglementation qui est vraiment tombée très sévère. Il y a eu une diminution de la pêche et il semblerait
que les stocks de thon rouge, donc ce stock Méditerranée-Atlantique, soient en train de remonter à l'heure actuelle. Donc peut-être qu'on va pouvoir augmenter les quotas de pêche. Bon, de toute la manière, ce thon rouge, il part au Japon. Donc vous ne le verrez pas, donc c'est pas vous qui le consommez. Bon, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire, avec pour conclusion quelques mots que je vous laisse lire. Je n'ai pas moi à les commenter. Je pense que cette notion de vision partagée d'une société qui soit désirable, et avec les mots juste et équitable pour l'ensemble de l'humanité, quand on parle pêche, il n'y a pas de frontières au niveau des océans. Quand on parle pêche, on raisonne sur l'humanité, on ne raisonne pas sur ce qui se passe sur notre côte, là, juste ici. Donc voilà. En guise de conclusion, je pense que ces phrases bien sonnées sont importantes, et donc je suis à votre disposition pour tenter de répondre à vos questions. Oui, j'allais oublier, heureusement que j'ai... Bon, vous signalez un titre d'un ouvrage très intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire. Et donc, Philippe Curie est un excellent scientifique de l'IRD. Et donc, beaucoup des diapositives que vous avez vues sont issues d'une présentation que Philippe a faite et qu'il a bien voulu me confier.